Bienvenue dans les jeudis des professions de santé 8e numéro. Bienvenue à ces dizaines de milliers de professionnels de santé qui rejoignent les médecins fidèles à nos émissions. Bienvenue dans cet espace unique de débat télévisé entre professions de santé. Nous allons rendre hommage à deux professions souvent méconnues qui, pourtant, prennent en charge deux outils de communication essentiels, la voix et l'audition, donc aux orthophonistes et aux audioprothésistes. À mes côtés, représentant de notre partenaire, le groupe Vive, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique que vous connaissez bien désormais. Bonsoir Nicolas, un petit commentaire ? Bonsoir Jean-François. Écoutez, oui, un petit commentaire. Ce sont deux choses que finalement nous connaissons pas suffisamment dans nos études de médecine que l'audition et la voix. Donc ravi d'apprendre beaucoup de choses avec vous ce soir, d'autant plus que la communication est quand même maintenant une chose extrêmement importante dans ce monde moderne. Donc avec vous, nous allons apprendre à communiquer, si j'ai bien compris. À améliorer notre communication, au moins. Bonsoir Ivor Mezzano. Bonsoir. Y a-t-il une raison logique d'associer ces deux professions dans une même émission, en dehors de la logique du médecin prescripteur, qui est souvent l'ORL ? Parce que ce sont eux qui font le travail. Moi, en tant que médecin, j'établis un diagnostic, je fais un choix quant à une thérapeutique à mettre en place, mais qui la met en place et qui soigne finalement les gens, c'est l'orthophoniste et c'est l'audioprothésiste. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence, première question, entre la voix de Maria Callas et la voix de Cressel que parfois nous entendons ça et là dans les... Maria Callas a beaucoup travaillé. Donc c'est comme si vous me posiez la différence entre un sportif de très haut niveau et vous qui courez le dimanche. Oui, mais enfin, là il a parlé de voix de Cressel, de voix qui ne sont pas... Il y a des gens qui sont pas marchés. Il n'y a pas d'injustice. On va dire entre un mauvais danseur et une danseuse étoile. Il y a des injustices génétiques... important. Il y a beaucoup de choses injustes dans la vie, mais aussi le fait d'être doué ou pas et le fait de savoir mettre en place un geste vocal. Bonjour Émilie Ernst. Bonjour. Alors vous êtes orthophoniste à Paris. C'est quoi la différence entre l'orthophoniste et le phoniatre ? Alors, c'est pas le même professionnel. Le phoniatre, en fait, c'est un médecin ORL qui a fait une spécialisation en phoniatrie. Je ne me trompe pas, on est d'accord ? C'est exactement ça. Donc, il peut vous piquer votre boulot, si je comprends bien. On ne va pas avoir les mêmes champs d'action. Et l'orthophoniste, c'est un professionnel qui a fait 5 années d'études en orthophonie dans une école rattachée à une université de médecine. Donc, vous estimez compétente pour tous les problèmes de voix ? Pour les problèmes de voix, oui, c'est un des axes de prise en charge des orthophonistes. Oui. Vous êtes combien en France ? En orthophonie, on est 25 000 à peu près en France à l'heure actuelle. C'est suffisant ? Alors, ce n'est pas suffisant du tout. En fait, on a le souci, comme dans les professions médicales, d'avoir un numerus clausus qui est un petit peu fort. Donc, du coup, on manque d'orthophonistes, surtout dans les structures spécialisées, les hôpitaux. Je m'attendais à voir le coup de gueule d'Ivor Mezzano, mais je vois calme. En libéral, c'est évident qu'on n'a non plus pas assez d'orthophonistes parce que, comme je le dis et je me plais à le répéter, elles sont souvent embolisées pour remplacer l'éducation nationale pour apprendre à lire et à écrire aux chers gamins. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est un peu sévère, mais... Alors, je ne le dirai pas de cette façon-là, mais il est clair que nos cabinets sont embolisés par des gens qui viennent faire des bilans alors qu'ils n'ont pas à être présents dans les cabinets d'orthophonie. Donc, c'est un des axes de réflexion de la profession, d'ailleurs, à l'heure actuelle, d'élargir un petit peu les éléments de dépistage. Il y a une plateforme qui vient de se créer pour justement faire en sorte que les gens soient mieux orientés vers un bilan orthophonique s'il est nécessaire ou vers autre chose si ça ne dépend pas de l'orthophoniste. N'importe qui peut pousser votre porte, alors ? Alors non, parce que nous, en fait, nous travaillons sur prescription médicale. Donc c'est le médecin qui envoie un patient parce qu'il soupçonne qu'il y a quelque chose. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas raison d'être dans votre cabinet, c'est que quelqu'un les a envoyés. Ivor Mezzano, vous dites... Soyons honnêtes, parfois les prescriptions sont un peu faites sous la pression de la famille. Oui, d'accord. Nicolas Sadoc, vous êtes audioprothésiste à Paris. Alors même question, il manque-t-il d'audioprothésistes en France ? Aujourd'hui, il y a 3500 audioprothésistes en France, à peu près. Je ne sais pas comment répondre à votre question, si ce n'est de vous dire qu'un malentendant qui aurait besoin aujourd'hui des services d'un audioprothésiste peut avoir un rendez-vous dans la semaine. Après, c'est plus une question de répartition géographique. Il y a encore des zones qui sont assez désertiques sur le territoire français, des zones qui comptent peut-être deux audioprothésistes pour 100 000 habitants, ce qui est très peu. Ensuite, c'est un sujet qui a été quand même bien pris en charge par les pouvoirs publics, puisqu'il y a des créations d'écoles. Depuis que je suis diplômé en 2002, il y a eu un doublement du nombre d'écoles. Il y a encore une école qui a ouvert à Lille cette année. Donc c'est en marche. Ouais, quand on voit le nombre de pubs qu'il y a sur les audioprothèses, on doit penser que vous êtes suffisamment pour aller vous en occuper, parce que c'est quand même un marché qui m'a l'air en complète explosion, non ?
C'est ce qu'on entend effectivement depuis. Vous ne le voyez pas au niveau de vos revenus, non encore. De nombreuses années. Et vous, si on veut avoir un rendez-vous, c'est combien de temps ? Extrêmement variable selon les régions. Vous avez des zones qui sont très sous-dotées. Donc ça, c'est une des vraies difficultés à l'heure actuelle de notre profession. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des endroits où les gens attendent 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir un premier rendez-vous. Ça, c'est un vrai souci. En fait, on pourrait être privilégié, par exemple, à Paris, où on a beaucoup d'orthophonistes. Il y a des zones qui sont de véritables déserts d'orthophonistes en province. Mais c'est là où je pense que le rôle du réseau est important. C'est-à-dire que si on arrive à vendre, entre guillemets, à l'orthophoniste que voir tel ou tel patient, c'est important, l'orthophoniste prendra le patient. Alors une question commune à vous deux. Est-ce que vous avez l'impression que les médecins connaissent bien votre métier et vous adressent correctement les patients ? Allez, on commence par pas que les ORL, pas que les ORL. Bon, alors c'est moi qui commence, c'est ça. Je dirais que oui, de plus en plus, les médecins nous connaissent, avec la difficulté que les orthophonistes travaillent à tous les âges de la vie, pour tous les troubles de la communication, donc du tout petit enfant à l'adulte qui est avec une pathologie dégénérative. Donc on a affaire à de nombreux corps médicaux, que ce soit le médecin généraliste, le pédiatre, l'ORL, le neurologue, etc. Mais de plus en plus, oui, les gens nous connaissent parce que les actes d'orthophonie se multiplient au cours des années. Donc ils ont le retour d'expérience de certains patients qui reviennent et qui sont la preuve vivante que l'orthophonie a été bénéfique pour eux. Là, le généraliste peut vous les envoyer, hein, les bien patients, sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs une partie importante de nos prescriptions. Oui. C'est une question difficile. Je suis entouré de professionnels qui connaissent très bien les enjeux de la perte auditive, donc j'ai sûrement une vision un peu biaisée des choses, mais comme vous le disiez très bien en début d'émission, il y a probablement une carence au niveau de la formation des médecins dans le cursus. J'accueille très souvent des jeunes orthophonistes ou jeunes audioprothésistes dans mon labo de Châtelet pour les former au métier, mais ça m'arrive aussi d'accueillir parfois des orthophonistes ou ORL chevronnés qui sont curieux de voir ce qui se passe dans une cabine d'audioprothésiste. Bah oui, c'est très frustrant parce qu'on leur envoie le... Mais venez, c'est le miracle, ils vont mettre un appareil, ça va être merveilleux, mais derrière il y a du boulot. Et comment vous prescrivez ? Vous prescrivez équipement d'appareillage sur vos ordonnances ou vous faites adaptation d'un appareillage auditif. D'accord, voilà. D'accord. Donc, okay. Mais ce qui est important, c'est là où, à mon avis, on doit, nous médecins, commencer le boulot un peu avant. C'est-à-dire, c'est pas juste mettez un appareil, vous allez voir, c'est merveilleux. Il y a quelqu'un qui va vous aider en vous adaptant un appareillage et il va vous aider à mieux gérer les problèmes auditifs. Pour l'orthophonie, c'est la même chose. En fait, l'orthophonie, ça se prescrit très simplement. C'est bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Mais pour certaines pathologies, ça paraît évident. Pour un enfant qui a un problème d'articulation, pour un enfant qui a une dyslexie, pour quelqu'un qui a un problème de voix, les gens le connaissent. Mais pas toujours. Si le médecin en amont a expliqué ce que l'orthophoniste allait faire, parce que le patient est adressé pour une aide liée à l'appareillage auditif, pour une rééducation de la déglutition parce que la langue ne se positionne pas bien, là les gens vont ouvrir des yeux grands comme des soucoupes en disant « Ah mais je croyais que c'était que pour les enfants qui n'étaient pas bons à l'école. » Moi aussi, je croyais que voilà. Et donc, vous du coup, c'est vrai surtout de ça. Oui. Voilà. Donc c'est là important que le médecin ait réussi à expliquer ce qu'on fait pour que la rééducation se passe d'emblée très bien. Et dans vos clientèles respectives, vous avez plutôt des hommes, plutôt des femmes ? On va plutôt s'intéresser à l'orthophoniste parce que Ah non, oui, remarquez, non, effectivement, oui, les deux. C'est variable, la prévalence est la même chez les hommes et les femmes. De la surdité, mais de ceux qui acceptent de se prendre en charge. Ensuite, il y a quand même un tabou esthétique qui est parfois mieux accepté par les cheveux longs. Voilà. Masqué facile. D'ailleurs, Émilie a deux prothèses, on ne les voit pas. On ne les voit pas, j'ai bien caché aujourd'hui. Vous avez plutôt des femmes, vous, chez vous, en orthophonie, des femmes et des enfants ? Alors, chez les orthophonistes vont travailler essentiellement avec des enfants. Ça, ce sont les chiffres. On est à peu près autour de 80% avec les enfants, 20% avec les adultes. Moi, je suis sur le pourcentage exactement opposé, mais c'est un mode d'exercice un petit peu particulier. Donc, chez les enfants, on va avoir un sexe ratio qui fait que les petits garçons sont plus représentés que les petites filles dans les troubles du langage. Après, chez les adultes, j'allais dire, c'est relativement identique entre hommes et femmes. J'avoue que je ne me suis pas tellement posé la question. Alors, en matière de voix, il y a plus de femmes qui sont dysphoniques que chez les hommes. C'est vrai. Voilà. Et les rôles des autres professions, pharmaciens, infirmières,
à votre avis, est-il important dans le dépistage, dans la détection? Est-ce qu'ils ont donc une place à jouer Je pense sur que ces tout troubles-là? professionnel de santé doit se sentir concerné par les problèmes de ses patients. Les infirmières qui voient beaucoup de monde. Une infirmière qui est obligée de répéter 15 fois la même chose à une patiente à qui elle vient faire un soin devrait peut-être discrètement lui suggérer d'aller faire tester son audition. Un pharmacien qui voit arriver quelqu'un avec une voix qui ressemble à ça depuis 3 semaines va peut-être discrètement lui conseiller, au lieu d'acheter je ne sais quelle pastille qui servira à rien. Mais c'est la loi du genre ou il faut aller plus dans ce sens-là? Honnêtement, moi, je n'ai pas l'impression, mais là encore, je suis peut-être un privilégié parisien. Je n'ai pas l'impression que le pharmacien ne conseille pas, je n'ai pas l'impression que l'infirmière ne fait pas bien son boulot. La profession est jeune et très féminisée chez vous, les orthophonistes? Oui, très féminisée, parce que ça doit être 97% de femmes. Et jeunes, je crois que l'âge moyen est autour de 42-43 ans, oui. Alors vous pouvez aussi intervenir auprès de personnes qui ont des troubles de la déglutition et des troubles respiratoires. Ça fait partie de votre métier? Alors des troubles de la déglutition, oui. Alors ça peut être soit chez le nouveau-né prématuré, donc où les orthophonistes vont intervenir pour stimuler la déglutition. Ça peut être chez l'enfant qui a une déglutition qui reste très infantile avec une langue qui vient vraiment en avant, donc un recul de langue qui ne se place pas bien et du coup des troubles de l'articulé dentaire. Ou bien ça peut également être à l'âge adulte avec des patients qui ont des problèmes de dysphagie liés à des problèmes neurologiques. Vous devez être très très occupé par les rééducations après AVC, là on sort de chez l'ORL, c'est aussi vos clients. C'est aussi une part importante de la prise en charge. Oui. Et les pathologies de la trompe de Stage ont-elles un rapport aussi avec celle de la voix ou vice-versa? De la voix, non. La pathologie de la trompe de Stage, c'est un problème auditif, la pure. Ouais. C'est un problème auditif pur. Alors on peut tenter les pressions. Voilà, on peut tenter des rééducations de trompe d'Eustache chez l'enfant, effectivement, quand il y a des problèmes d'aération de l'oreille, ce qui induit plus facilement des otites. Comment ça se passe dans la vraie vie? Eh bien, je vous propose de regarder comment travaille Émilie Ernst. Respirer, un exercice pas aussi évident qu'il n'y paraît. Le ventre sort et vous soufflez. Le ventre rentre de nouveau. Impeccable. On le fait encore une fois. Et vous allez souffler par la bouche. Impeccable. Pour aider ses patients à rééduquer leur voix, l'orthophoniste Émilie Ernst commence souvent par faire œuvre de pédagogie sur cet instrument si familier et pourtant si mal connu. Les cordes vocales, c'est 2 petits muscles qui sont horizontaux. On pense souvent que c'est des cordes comme des cordes d'une guitare. Pas du tout. C'est 2 plis vocaux qui sont au-dessus de la trachée et qui sont donc dans le plan horizontal. Là, on n'a pas vraiment de sensation sur ce qui se passe à cet endroit-là. Donc nous, on va travailler sur tout ce qui se passe en dessous au niveau de la posture et de la respiration. Et surtout ce qui se passe au-dessus, au niveau des articulateurs, de la parole, de la qualité d'articulation, pour que la voix se mette bien en place. Une mauvaise utilisation de la voix, souvent assez audible. Ça peut être d'eux-mêmes parce qu'ils ressentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que leur voix manque d'efficacité. Donc souvent en milieu bruyant, lorsqu'ils doivent aller au restaurant, on ne les comprend pas. Ça peut être aussi parce qu'ils ont du mal à ce que leur voix porte et qu'ils en ont besoin au quotidien. Ça peut être des gens qui ont mal, ça peut être des gens qui n'arrivent plus à chanter comme ils chantaient. Ils se rendent compte que la voix s'éteint, notamment dans la réalisation de certains aigus. Donc ça, c'est des signes d'appel qui peuvent faire venir chez l'orthophoniste. Chanteurs ou comédiens sont bien évidemment les plus susceptibles de développer ce genre de pathologie, tout comme d'autres professionnels de la voix qui cela s'ignorent. Les enseignants, évidemment, ça c'est la catégorie numéro 1, puisqu'ils sont quand même 6 heures par jour en face d'élèves. On a aussi les mères de famille qui ont des enfants et qui doivent beaucoup parler fort pour obtenir un peu d'autorité. Ou alors également des gens qui sont des commerciaux ou des chefs d'entreprise, qui animent beaucoup de réunions et qui peuvent aussi fatiguer leur voix. Le parcours recommandé est de passer par un ORL qui vérifie la physionomie de l'appareil vocal avant d'orienter au besoin vers un orthophoniste. On va regarder la voix, on va aussi regarder tout ce qui va autour, la posture de la personne, sa respiration, puisque pour parler, en fait, on parle sur l'air qui s'échappe des poumons. Au niveau des paramètres de la voix, on va noter l'intensité à laquelle la personne est capable de parler, parce qu'on peut avoir des gens qui sont bloqués dans une voix qui est trop faible ou dans une voix qui est trop forte, donc il faut que l'intensité soit bonne. Il faut que
la fréquence soit bonne, quelqu'un qui parle avec une voix trop grave ou quelqu'un qui parle avec une voix trop aiguë toute la journée, ça va évidemment poser problème. Donc on regarde ça et on regarde aussi dans la voix normale quels sont les paramètres de variation de cette fréquence et de cette intensité. Parce qu'on doit tous être capables de moduler, mais pas trop non plus. On a des logiciels qui nous permettent d'enregistrer la voix et de ressortir ces paramètres-là. Une fois les dysfonctionnements repérés, l'orthophoniste propose alors une série d'exercices. Voilà, à vous toute seule. Avec l'ordonnance médicale, 30 séances en moyenne sont alors prises en charge par la sécurité sociale. Les exercices se mettent en place chez l'orthophoniste, mais se font toute la semaine à la maison par le patient, pour certains plusieurs fois par jour, parce que tout ça c'est du musculaire. Donc si au niveau musculaire on veut que les choses aient un intérêt et que ça ait un résultat, mais il faut s'entraîner très régulièrement. En plus des dérèglements fonctionnels, l'orthophoniste peut également aider à réhabiliter la voix après une opération chirurgicale ou un cancer de la gorge. On peut aussi avoir des gens qui viennent pour une rééducation vocale suite à une chirurgie parce qu'ils ont eu un cancer de la voix ou une tumeur que le médecin a dû enlever, parfois en étant obligé d'enlever un petit peu sur la corde vocale. Donc ça peut faire des voix qui sont abîmées, voire dans certains cas en retirant une corde vocale. Donc là on rentre carrément dans des pathologies qui sont plus lourdes, mais là aussi l'orthophoniste a toute sa place. L'arrêt des exercices se fait souvent sur un commun accord. En fin de compte, c'est extrêmement varié ce que peut faire un orthophoniste. Absolument. Là, on a vu un exemple d'une rééducation vocale, mais l'orthophoniste, vous me détrompez si je dis des bêtises, je suis d'abord effaré du niveau de connaissance qu'elles acquièrent au cours de leurs études. La plupart des orthophonistes connaissent parfois mieux les problèmes de voix que nombre d'ORL. Les orthophonistes connaissent parfois mieux les problèmes auditifs que nombre d'ORL. Parce qu'elles ont une espèce de polyvalence sur toute la communication, orale, écrite, au niveau de la voix, au niveau de la parole, au niveau du langage. C'est épouvantable combien sont nombreuses les pathologies qu'elles sont amenées à prendre en charge. Nicolas Sadoc est en train de se tasser sur sa chaise. J'espère que vous allez avoir quelques compliments pour tout à l'heure de l'audioprothésiste. Absolument, parce que alors, là, je dirais que la grande difficulté de l'audioprothésiste, c'est de se détacher de son image de vendeur de prothèses auditives pour faire passer l'idée qui va s'occuper et mettre en place une fonction. Et ça, c'est une difficulté. Et les bègues aussi font partie de vos clients, de vos patients? Bien sûr, donc là ça va être tous les troubles du débit de la parole. Donc ça va être le bégaiement qu'on connaît avec des hésitations, des répétitions, mais ça peut être aussi le bredouillement, quelqu'un qui parle très vite et qui a des syllabes qui sont un petit peu mangées, qu'on ne comprend pas bien. Oui, c'est un des champs de nos prises en charge. Et qui vous les envoie? Ils vous sont adressés par qui? Ils viennent directement ou c'est les médecins qui vous les envoient? On a parfois des gens qui nous contactent directement dans les cabinets d'orthophonie, mais ça ne respecte pas le parcours puisqu'il faut qu'il y ait une prescription médicale. Donc c'est souvent les médecins généralistes pour un bégaiement, mais ça peut aussi être parfois des médecins psychiatres parce que ça peut être des gens qui ont une souffrance qui peut aller jusqu'à des prises en charge en psychothérapie. Il y a tellement de gens qui peuvent vous envoyer des clients qu'on comprend effectivement pourquoi vous avez besoin de tout ce spectre de compétences. C'est une consultation d'orthophonie, ça dure combien de temps en moyenne? Les consultations d'orthophonie commencent toujours par un premier bilan qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie pour avoir le temps de bien comprendre la difficulté du patient, sa souffrance et également lui faire passer différents tests qui vont nous permettre de savoir jusqu'où vont ces difficultés, ce qui a déjà été mis en place. Ensuite, au terme de ce bilan, on décide s'il y a ou non besoin d'une prise en charge. Heureusement, nous avons aussi des bilans qui n'ouvrent pas à prise en charge. Et après, ce sont des séries de séances qui vont être soit de 30 séances, soit de 50 séances. Ça dépend du type de pathologie. Donc, on voit qu'on est sur des choses qui vont s'inscrire dans le temps. Et ce sont des séances qui durent entre 30 et 45 minutes. Vous faites des devis aux gens pour 50 séances, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, non, nous ne faisons pas des devis, mais nous faisons des demandes d'accord préalables qui sont adressées au médecin conseil de la sécurité sociale. Alors, c'est un devis, quoi. C'est un devis et c'est bien remboursé par... Quand on a un devis, ça serait le praticien qui décide de son prix. Là, la tarification est imposée à la baisse par la sécurité sociale. Vous avez le temps de faire de la prévention dans votre boulot? Oui.
Oui, c'est une part de notre travail. Alors, on va avoir des actes de prévention primaires pour éviter que des troubles ne surviennent. Donc là, ça va être, par exemple, je pense à 2 opérations. L'opération Un bébé, un livre, où là, des orthophonistes vont dans les maternités et offrent un livre aux jeunes parents en leur expliquant comment on fait pour communiquer avec un enfant, pour éviter que ne s'installent des retards de parole et de langage liés à une mauvaise stimulation. On a aussi tous les éléments de dépistage sur les écrans. Ça, c'est une des grosses difficultés qu'on a à l'heure actuelle sur le développement du langage chez les enfants petits. C'est l'exposition aux écrans qui fait que ça tue complètement la communication. Donc, pas de télé avant 3 ans, pas de console avant l'âge de 6 ans, etc. Donc ça, c'est des points qu'on essaye de faire passer. Et puis, en dépistage secondaire, ça va être tout ce qui est sur la prévention de l'illettrisme, sur la journée nationale de l'audition, où là, en général, on se retrouve avec les ORL et les audioprothésistes pour dire attention, si vous avez une perte d'audition que vous n'appareillez pas, la communication risque d'être un petit peu problématique. Alors, y a-t-il des pathologies de la voix qui sont reconnues comme maladies professionnelles? Est-ce que ça existe? Les maladies professionnelles, c'est une liste. C'est une liste définie. Il n'y a rien pour la voix. Il n'y a rien pour la voix. En revanche, il est arrivé dans une pathologie un peu neurologique, un peu complexe, à faire pour reconnaître comme maladie professionnelle, à titre exceptionnel, chez une chanteuse lyrique. Vous coûtez combien? Un bilan, ça va être entre 80 et 100 euros, ça dépend de la pathologie. Ça, c'est le bilan d'une heure, 1 heure et demie. Oui. Et après, les séances, alors on a une nomenclature qui est très longue, mais pour aller rapidement, entre 20 et 40 euros et 38 euros la séance. Oui. Pour une demi-heure de travail? Pour une demi-heure de travail, voilà, c'est remboursé par la sécurité sociale. Les mutuelles prennent le complément parce qu'on ne fait pas de dépassement d'honoraires en orthophonie. Ce fameux bilan, il faut un médecin qui le prescrive pour être remboursé? Oui. Oui. Donc, à vous écouter, tout va bien dans la profession, ou vous en parlez avec un beau sourire, mais qu'est-ce que vous amélioreriez si vous aviez une baguette magique? Profitez, c'est l'avant-dernière question. C'est Père Noël. Oui, j'en parle avec un grand sourire parce que je pense que les orthophonistes sont passionnés par leur métier de façon générale. Moi, tous ceux que je rencontre sont vraiment passionnés. Après, ce qu'on pourrait améliorer, c'est effectivement le nombre d'orthophonistes pour qu'on puisse ne pas nous être en souffrance du fait de se dire on ne peut pas recevoir des gens qui en ont besoin. Et donc, on va les recevoir une fois que le trouble sera vraiment installé et c'est dommage. Quand il y a des problèmes, Yvan Mezzano, oui, parce que vous savez, j'aime donner un peu mon opinion de façon rapide. Moi, je pense qu'il y a une chose à améliorer chez les orthophonistes, c'est leur rémunération. Ouais. À force de ne pas payer les gens ce qu'ils valent, ils vont finir par valoir ce qu'on les paye. Ouais, et ça, c'est franchement honteux, le niveau de rémunération des orthophonistes. Vous êtes d'accord? On va l'emmener dans les prochaines négociations au ministère, je pense. Alors, je vais vous poser, pour finir, une petite question naïve. Est-ce que vous êtes sollicité par des gens qui ne sont pas malades, mais qui veulent juste améliorer la puissance, la couleur ou la diction de leur voix? Parce que c'est important dans le monde où nous vivons. Alors oui, on en a. Heureusement, c'est très minoritaire. Pourquoi heureusement? Parce qu'on a déjà suffisamment de travail et qu'on n'arrive pas à prendre en charge des gens qui ont des vraies pathologies. Et donc ça, ce sont des gens... Alors, on apprécie la difficulté. Éventuellement, on peut les recevoir en bilan pour voir s'il n'y avait pas de problème médical derrière qui nécessiterait une prise en charge en orthophonie. Mais ce sont souvent des gens qu'on réoriente vers d'autres professionnels. Allez, on change de profession. Merci, Émilie. Vous pouvez d'ailleurs poser des questions sur les audioprothésistes si vous ne connaissez pas parfaitement ce métier. D'abord, Yves, une précision. L'impact sociétal, je suis allé rechercher. On dit qu'il est estimé aujourd'hui à 254 milliards de dollars aux États-Unis et 186 milliards de dollars en Europe. Le coût de la presbytie, le coût des problèmes... Ça s'appelle le coût de la surdité. Oui, le coût du vieillissement. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, est-ce que ce ne serait pas plus simple d'organiser un dépistage? Un dépistage systématique au moment de la retraite ou Oui, je pense qu'au moment du grand check-up qu'on fait tous, plus ou moins au moment où on va partir à la retraite, on se prend l'attention, on regarde la vue, on regarde l'audition, on vérifie la prostate, on fait une mammographie, enfin voilà. L'audition devrait faire partie des choses, mais à la limite, on trouve ça tellement normal d'entendre moins bien. Bah oui, il entend moins bien parce qu'il est vieux, ou il est étourdi. Non, c'est une sénescence qu'il faut prendre en charge. Et alors, le dépistage fait par des médecins, pas des médecins? Les audioprothésistes, vous jouez un rôle dans le dépistage, par exemple? C'est quoi votre position? C'était la question débat pour vous, là? Ah, pardon. Non. J'ajoute que par rapport au dépistage des adultes, effectivement, c'est perfectible. En revanche, pour les enfants, le dépistage néonatal a été systématique, a été voté il y a déjà plusieurs années et c'est quand même bien mis en place. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors, le dépistage qui exclut les médecins, il n'écoute pas, allez-y.
Le dépistage qu'exclut les médecins. Non, qui exclut les médecins, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller voir un médecin pour se faire dépister, on va directement voir un audioprothésiste. Vous parlez du fait que les audioprothésistes proposent des tests auditifs gratuits. Qui font un peu le boulot de l'ORL en douce, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors, pour moi, ça fait pleinement partie de la mission de l'audioprothésiste, qu'on fait évidemment de l'appareillage auditif, mais on a aussi un grand rôle dans la prévention, et le dépistage en fait partie. Je rappelle qu'un dépistage, c'est un test à visée non médicale. Évidemment, en aucun cas, on se substitue au médecin ORL. Et en aucun cas, on délivre un diagnostic à l'issue de moi, je suis être jugé parti de temps en temps entre le fait de faire du dépistage et de vendre juste derrière. C'est peut-être pour ça qu'on passait derrière, mais on peut parfaitement aller chez l'opticien du coin et vérifier qu'on ne voit pas bien. Donc, c'est pas très compliqué de tester l'audition. Après, savoir pourquoi il y a un problème auditif, c'est là où le diagnostic médical jouera un rôle. Mais c'est évident qu'essayer d'obtenir un rendez-vous chez un ORL du côté de Mende ou de Clermont-Ferrand, je pense que vous l'aurez pas dans la semaine. Alors justement, vous parliez des opticiens, on va citer un grand bienfaiteur de l'humanité qui s'appelle Afflelou, et dit, lui il met des audioprothésistes avec ses opticiens, pour ne pas le citer, et il dit, et il se fait fort de faire baisser les prix à condition de pouvoir embaucher dans ses magasins de lunettes les audioprothésistes dont il a besoin. Vous pensez tous les deux de quoi de cela? Moi je pense qu'il y a aussi des compagnies aériennes qui font du low cost. Oui, et ça sera fatalement du low cost? Moi, le fait de mettre un audioprothésiste dans un labo d'optique, en soi, j'ai pas de problème avec ça. Si tant est que l'audioprothésiste est bien distincte de l'espace de vente de lunettes, si tant est qu'il y a une cabine insonorisée, si tant est qu'elle est suffisamment spacieuse pour accueillir tout le matériel nécessaire pour une bonne prise en charge. C'est aussi un point bénéfique sur le maillage territorial, on en parlait tout à l'heure. C'est beaucoup plus simple pour un audioprothésiste d'aller ouvrir une cabine d'audioprothèse chez un opticien que de créer ex nihilo un labo d'audioprothèse. Ceci dit, je n'ai jamais travaillé comme ça, et je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, voilà, ça c'est pour les points positifs. Le point négatif, à mon sens, c'est que ça entretient, à mon avis, un mythe qui est que l'appareil auditif, c'est comme une paire de lunettes, et qu'on vient le poser, et que tout devient net, et que c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Ça nécessite beaucoup de soins et de méthodes, et surtout beaucoup de rééducation derrière. Très bonne réponse, mais je voulais ajouter à Yves Mezzano qu'il y a certainement des médecins qui nous regardent et qui ont passé d'excellentes vacances en ayant pris un vol low cost. Bien sûr. Allez, on voulait savoir de quelle arme dispose l'audioprothésiste. C'est ce que nous sommes allés voir chez vous, Nicolas Sadoc. Reportage. Alors, on va regarder votre conduit auditif. Un problème d'audition? L'audioprothésiste Nicolas Sadoc accueille des patients de tout âge dans son cabinet au cœur de Paris. Même si c'est tout petit, vous levez la main. On y va. Alors il y a toute une première phase qui consiste effectivement à mesurer l'audition sur le plan quantitatif, c'est-à-dire l'audiogramme, pour savoir quelle est l'intensité minimum requise pour percevoir chaque son et pour chaque oreille. Ensuite, il existe des tests vocaux où on demande aux adultes, par exemple, de répéter ce qu'ils ont compris. Et là, on va analyser plus sur l'aspect qualitatif et les confusions phonétiques. Sommeil. Cerceau. Buffet. Autiste. Rôti. Ah bon. Une mesure qui ne peut se faire sans celle de la résonance à l'intérieur même de l'oreille. On vient ensuite mesurer la cavité résiduelle de l'oreille, c'est-à-dire le volume dans lequel va être diffusé le son des appareils auditifs lorsqu'ils seront réglés. Pour cela, l'audioprothésiste insère dans l'oreille une pâte en silicone, ici bleue. En quelques minutes, cette mousse épouse chaque variation interne de l'oreille. L'important dans la prise d'empreinte, c'est d'aller contrôler l'étanchéité de l'embout et de la prothèse auditive afin de bien maîtriser l'acoustique globale. Puisque si on envoie le même nombre de décibels dans un conduit qui est ouvert ou dans un conduit qui est totalement étanche, la résultante au niveau du tympan n'est pas du tout la même. Une fois ces données récoltées, un prothésiste se charge de confectionner l'appareil auditif, selon les instructions de l'audioprothésiste. Là débute une nouvelle phase de la prise en charge. Oui, là j'entends. On va avoir besoin de mettre en place l'amplification de manière extrêmement progressive
pour réveiller doucement le cortex auditif, réveiller doucement l'oreille et la réhabituer à entendre certaines fréquences peut-être oubliées depuis des années. Dans les premiers jours, si l'adaptation est un petit peu trop ambitieuse et trop rapide, il peut y avoir un effet de rejet parce que le cerveau n'est plus du tout habitué à recevoir tant d'informations, tant de richesses auditives. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner à la fois techniquement dans l'amplification progressive et aussi dans l'accompagnement et de la pédagogie pour expliquer aux gens ce qu'ils vont ressentir en rentrant chez eux, en sortant du laboratoire, en écoutant leur propre voix, en ouvrant le papier journal, en écoutant le papier froissé ou le robinet qui coule. Tout ça va être nouveau pour eux. Ils vont avoir accès à un nouveau spectre auditif, des sons beaucoup plus fins et beaucoup plus riches. Et parfois, c'est difficile au démarrage. Une situation plus délicate lorsqu'il s'agit d'un enfant. Évidemment, le conduit auditif d'un enfant et surtout d'un bébé est absolument microscopique. Et donc, la pression acoustique que l'on délivre avec une prothèse auditive n'a pas du tout les mêmes conséquences. C'est-à-dire que la moindre petite erreur de quelques décibels sur certaines fréquences chez un enfant a beaucoup plus de conséquences que chez un adulte. Et en plus de ça, l'adulte, lui, va nous signaler si ça résonne ou si ça lui crée du désagrément, ce que ne fait malheureusement pas un enfant. Et donc on doit être absolument intraitable sur la précision des réglages en pédiatrie. L'audioprothésiste mesure, accompagne et parfois effectue quelques travaux de dépannage afin de permettre à ses patients de mener une vie la plus normale possible. Alors, combien il faut de consultations, Nicolas, pour une adaptation de l'aide auditive ? Il y a différentes étapes dans la prise en charge de la prothèse auditive, de la surdité. Chez l'adulte et chez l'enfant, on va le distinguer puisqu'on n'appareille pas un enfant et encore moins un nouveau-né de la même façon qu'un adulte. Donc si vous voulez bien, on va se concentrer sur la prise en charge de l'adulte. Le nombre de séances minimum pour mettre en place un appareillage auditif, c'est au moins 3 séances, voire un peu plus. Et ensuite, c'est extrêmement dépendant du contexte audiométrique, du contexte de l'histoire de la surdité, de l'ancienneté, et puis de quelque chose dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais c'est l'état d'acceptation du handicap, le degré de déni et tout. Justement, Yvan Mazzano, vous expliquez très bien pourquoi on supporte mal les prothèses au début. Parce qu'on vous renvoie brutalement, du point de vue sonore, quelque chose dont vous vous êtes déshabitué progressivement. Donc vous allez vous retrouver avec des tas de bruits que vous n'entendiez pas et vous allez découvrir que finalement le monde est bruyant. Or, le problème, c'est que votre cerveau, lui, actuellement, je tape du poing sur la table, ça ne va pas plaire à l'ingénieur du son, mais vous allez le filtrer. C'est-à-dire ça ne vous gênera pas, ce bruit. Alors que si vous étiez ingénieur du son, vous n'entendez que ça. Le problème de la personne qui se retrouve avec un appareillage auditif, elle n'entend que ça. Et donc, il faut réapprendre au niveau de son cerveau à refiltrer ces bruits et à s'habituer au nouveau son. C'est pour ça que d'ailleurs une prothèse auditive, il faut la porter le plus souvent possible. On la met le matin, on le retire le soir. Moi j'aime bien ce que j'appelle la parabole du talon aiguille. Si vous ne mettez les talons aiguilles que le jour où vous allez danser, vous allez vous casser la figure. La prothèse auditive, si vous ne la mettez que les jours où vous êtes dans une réunion de famille ou au restaurant, c'est être incapable de gérer tout ce qui vous arrive dans l'oreille. Ça, c'est important. Je ne vous raconte pas le jour où notre ingénieur du son va mettre une prothèse auditive. Parce que alors là, ou des talons aiguilles, d'ailleurs. Ou des talons aiguilles. Allez, quelle est la durée d'une adaptation idéale ? Une adaptation idéale. En fait, on peut avoir des bénéfices assez rapidement sur la première semaine. On va entendre des petits sons plus riches, un environnement sonore plus étoffé. Mais il y a une grande différence entre entendre et comprendre, et ça, parfois, nos patients ont du mal à saisir cette nuance. Ils ne viennent pas pour entendre mieux, ils viennent pour comprendre mieux. Et cette phase d'adaptation pour arriver à une meilleure compréhension, elle peut parfois... Vous leur expliquez tout ça ? Bien sûr, on passe énormément de temps, voire même parfois plus de temps sur la pédagogie que sur des réglages parfois. Oui, ça, je pense, c'est important de souligner ça. Les audioprothésistes, c'est pas pour les défendre, mais ont souvent une image de vendeur. C'est je vous vends un appareil. Mais le gros problème, c'est qu'ils vendent surtout du conseil. Et il se passe plus de temps, je pense, à expliquer aux patients comment utiliser leur prothèse, comment gérer le bruit, comment gérer, etc., que vraiment à adapter, à faire des réglages de la prothèse. Il faut se méfier des vendeurs qui vont arriver sur ce marché-là. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a tout un travail, indépendamment du travail technique et du réglage de la prothèse, il y a toute une prise en charge qui est vraiment fondamentale. Y a-t-il des cas où le résultat est aussi spectaculaire qu'avec des lunettes ?
Avec des gens qui se mettent à réentendre. Je ne porte pas de lunettes, mais je ne sais pas si on peut employer ce terme de spectaculaire. Si je peux vous dire que c'est spectaculaire. Quand vous voyez mal et que vous mettez une paire de lunettes, c'est formidable, quoi. On ne fait pas de spectacle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un appareillage qui est pris avec soin, méthode, science et surtout écoute, ça marche. Ça marche. Et pour les personnes âgées, est-ce que c'est pas trop décourageant tout ce processus d'adaptation avec tous ces changements dont vous nous avez parlé, les visites itératives? Alors en plus c'est une pathologie du vieillissement, donc personnes âgées qui parfois ont quelques autres troubles fonctionnels. Oui, mais là ce que vous critiquez, c'est pas l'appareillage, c'est la vieillesse. Peut-être, mais du coup, comment fait-on pour ces personnes-là pour rendre les choses de plus en plus simples? Des contraintes, il y en a à l'appareillage. Mais la question, c'est pas les contraintes, c'est est-ce que le lot de bénéfices va être capable de supplanter les contraintes. Vous avez un gros pourcentage d'abandon réel, c'est-à-dire constaté, pas... Je n'abandonne jamais. Il y a eu des études là-dessus. Oui, il y a des études qui pourraient montrer, par exemple, que la consommation des piles n'est pas à l'aune de ce qu'on a vendu en matière de prothèse. Voilà. Mais ça, je dirais, à mon avis, c'est que l'audioprothésiste n'a pas bien fait son boulot ou que l'ORL n'a pas bien fait son boulot. Car un appareillage auditif, ça doit marcher. C'est dépenser de l'argent, c'est la collectivité, puisque maintenant la prise en charge et le reste à charge va beaucoup diminuer. C'est la collectivité qui prend en charge une pathologie et il faudrait que ça marche. Je peux ajouter un petit mot, il y a un vrai enjeu, et ça, c'est l'équipe pluridisciplinaire est clé là-dedans, et nos échanges sont clés, c'est que parfois on a aussi des attentes qui sont absolument irréalistes. Et donc notre rôle en tant qu'audioprothésiste, mais j'imagine aussi en tant qu'ORL, c'est d'être très clair sur les objectifs à atteindre. Et ça c'est vraiment des choses sur lesquelles on passe beaucoup de temps, c'est de bien aligner, de bien calibrer les attentes en fonction de l'histoire de la surdité et des conduits auditifs ou des complications qu'on pourrait sentir voir venir. Et c'est là où l'ORL a un rôle central, c'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'avec une prothèse auditive bien adaptée par un audioprothésiste compétent, une personne qui va porter son appareil, ça ne marche pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va renvoyer à l'orthophoniste qui, à ce moment-là, on opère quelqu'un, on lui met une prothèse de hanche. Et puis on s'imagine que ça va être merveilleux. Oui, parfois c'est merveilleux, mais si ça ne marche pas, on l'envoie chez le kiné. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'envoie chez l'orthophoniste, qui va lui apprendre à bien utiliser ce qu'on lui a mis dans l'oreille. Et alors, c'est vous aussi qui assurez le service après-vente, une fois que l'audioprothèse est adaptée, vendue? Comment ça se passe? Oui, légalement, l'audioprothésiste a un rôle de maintien de l'efficacité prothétique tout au long de la durée de vie de l'appareillage. Donc, évidemment, on voit nos patients extrêmement régulièrement. Quand tout va bien en vitesse de croisière, pour les adultes, c'est 2 fois par an, une fois que tout est adapté. Pour les enfants, je les vois 3 à 4 fois par an, quand tout se passe bien. Mais dans les phases un peu spécifiques de primo-appareillage ou au contraire de renouvellement, évidemment, on densifie la prise en charge. Et c'est combien la durée d'un appareil? 5 ans? 7 ans? En moyenne? C'est très variable. Sur la presbyacousie. Sur la presbyacousie. Effectivement, pour la pédiatrie, les appareils sont soumis à rude épreuve. On parle de la presbyacousie qui est le nouveau marché. Légalement, on ne peut pas renouveler un appareil avant 4 ans. Après, c'est très dépendant, encore une fois, de... Sauf si l'audition évolue. L'audition évolue et qu'on a au-delà de ce que peut faire un appareil, on va changer l'appareil. Sauf qu'une fois qu'on est content, on peut aussi dire que je voudrais le modèle au-dessus. Hein. C'est comme... c'est un choix. Alors, au-dessus, il ne faut pas raisonner en termes de quantitatif. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des appareils, enfin, je passe votre contrôle, il y a des appareils de plus haut de gamme et des appareils de moins haut de gamme. On peut prendre une douche, par exemple, avec ces appareils-là ou pas? Je pense que c'est pas très conseillé. Théoriquement, vous ne pouvez pas prendre de douche même avec des montres de plongée. Donc, c'est plutôt la chaleur qui attaque les joints. Ouais. Sauf si vous prenez des douches froides, peut-être. Par contre, c'est un peu inquiétant ce que vous nous dites, parce que vous nous dites que le numerus clausus des orthophonistes est tel qu'il y a des délais d'attente. On sait très bien que les ORL, le nombre d'ORL va être amené à diminuer dans les années qui viennent. Il y a un numerus clausus, même s'il a évolué, des audioprothésistes. Et en même temps, on sait très bien que le nombre de personnes âgées va croître de manière extrêmement importante dans les années qui viennent. Ça veut dire que les prises en charge de demain seront moins bonnes qu'aujourd'hui? Mais là, vous nous posez une question politique. Oui, je vous renvoie à Avenue de Ségur. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement... Et à votre avis? Je pense qu'il y a une demande de plus en plus importante d'un certain confort
Du vieillissement, si on vieillit, autant que ce soit dans de bonnes conditions. Donc c'est évident que ça ne va pas être simple. On ne va pas voir arriver les prothèses chinoises bon marché qu'on peut donner à tout le monde avec des tutoriaux sur Internet. Oui, mais là encore, si la prothèse chinoise est de bonne qualité, ce qui compte, c'est pas d'avoir la prothèse, c'est qu'elle vous soit bien adaptée. Oui, mais est-ce que des tutoriaux pourraient faire le boulot parce qu'on ne parle jamais des formations, de ce que peut nous amener Internet et tout ça. C'est précisément ces choses-là, non ? On va pas abandonner. La rééducation orthophonique par Internet, ça pourrait vraiment Oui, mais bien on ne va marcher, pas abandonner les gens non plus en disant désolé, nos portes sont fermées parce qu'il n'y a plus personne. Quoi. Donc, vous voyez. On fera comme on fait souvent en médecine, avec les petits moyens, et puis voilà, et puis on sera surchargé de travail et on continuera. Et les applications d'audioprothèse sur les téléphones portables, ça vaut quoi ? C'est fantastique, ça permet de casser pas mal de barrières, parfois pour l'approche de certains patients qui auraient du mal à se dire je vais me mettre une vieille prothèse beige comme ma grand-mère. Non, maintenant c'est plus du tout la même image. C'est des systèmes connectés, Bluetooth, on a la musique donc ça contribue ça ne révolutionne absolument pas notre métier, mais ça contribue à la démocratisation de l'acceptabilité. Alors, dernière question, parce que je m'aperçois qu'on n'a pas parlé du tout argent. Imaginons, hypothèse, et c'est pas vrai puisque je l'ai consulté il n'y a pas longtemps, et je n'ai pas besoin de prothèse auditive, du moins c'est ce que m'a dit Yvan Mezzano. Et si j'avais besoin d'une, c'est quoi le budget ? Le budget pour une prothèse auditive, c'est pour deux, parce que vous mettez sur les deux oreilles. Si on parle de presbyacousie, oui, ça vient souvent par paire. Il faut compter entre 1 500 € et 4 000, 4 500 €. Donc, par non, vous me parlez de la stéréo. Non, donc d'accord, 4 500. Donc, ce qui est important ensuite, c'est plutôt le reste à charge, parce que savoir que ça coûte 4 000 €, c'est une chose, mais savoir que ça vous revient à 1 000 ou 1 500 € de votre poche, c'est pas la même chose. Donc, le reste à charge zéro a été voté maintenant il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Et, il n'est pas en place encore. Il est en place progressivement. Ouais. Et donc le remboursement sécurité sociale a augmenté et il continuera d'augmenter au cours des 3 prochaines années. Pareil pour les mutuelles. Et du côté du prix de vente, ça va être plafonné sur une catégorie d'appareils, de façon à ce que au 1er janvier 2021, je crois, les gens puissent s'appareiller sans reste à charge. Futurologie, c'est quoi ? Je ne suis pas sûr que ça fasse forcément baisser la prise en charge parce que l'argument c'est cher, on s'apercevra à ce moment-là qu'il y a aussi beaucoup de résistance des patients. Parce que s'appareiller, c'est se découvrir vieux. Et ça, c'est difficile. Allez, on va vous demander une conclusion parce que le temps passe. Chacun, vous avez une minute pour conclure. On commence par vous, Émilie. C'est une question difficile. Ce qui est important, c'est de se dire que l'orthophoniste, c'est le professionnel qui peut accompagner des difficultés de communication à tous les âges de la vie et qu'il ne faut pas hésiter à demander un bilan qui n'ouvre pas nécessairement à une prise en charge, mais qui permet de remettre les choses bien en place. Très bien. Nicolas, soyez aussi brillant. Merci. Quelle pression. Non, l'audioprothésiste est là effectivement pour la réhabilitation de l'audition. L'oreille est un organe absolument merveilleux. On n'a même pas parlé de musique, c'est dommage, mais c'est aussi... Vous reviendrez. Je reviendrai. Mais non, je crois que c'est un outil merveilleux. Et puis on s'inscrit vraiment... Cette émission me fait particulièrement plaisir, puisque l'orthophoniste, l'ORL et l'audioprothésiste doivent travailler main dans la main. C'est une représentation de ce que j'ai en tête sur cette prise en charge. Ça doit être pluridisciplinaire, on doit favoriser les échanges et c'est ce que vous faites très bien avec votre émission. Merci, espérons que nos collègues seront sensibles aussi à ça. Dernier mot pour vous, Yves. En fin de compte, vous connaissez mieux les audioprothésistes que les orthophonistes, non ? Moi, j'espère. Bien que la voix soit non, c'est pas dada. vrai. Non, les orthophonistes aussi bien que les audioprothésistes. Peut-être que ma tendance personnelle sur la voix fait que je travaille aussi beaucoup avec les orthophonistes. Mais moi, je dirais surtout que sans eux, nous ne sommes rien. Et finalement, ils ont souvent la partie gratifiante du boulot, c'est-à-dire que nous les médecins, on va donner la mauvaise nouvelle, vous êtes sourd, vous avez besoin d'un appareillage, vous avez besoin d'une prise en charge orthophoniste, et c'est eux qui vont faire le travail, et c'est eux qui vont finalement satisfaire les patients. Et ça, je crois que c'est important. Merci à vous, à nos invités, à vous Nicolas, cette soirée est terminée. Merci à tous ceux qui nous regardent, j'espère que ces JPS sont déjà un rendez-vous incontournable pour le dialogue entre tous ceux, et je m'y ajoute, qui pensent que le bien-être des humains passe beaucoup par notre entente.
On parle de quoi dans le prochain numéro des JPS? Alors nous allons parler cancer, discipline multidisciplinaire par excellence, où le patient est en train de s'immiscer au centre du dispositif qui va de l'infirmière jusqu'au kiné, coach sportif, assistante sociale, qui concerne aussi bien l'hôpital que la médecine libérale. Si vous voulez revoir nos émissions, il y a notre chaîne YouTube, Fréquence Médicale. En particulier, il y a un jeudi de la formation sur la voix et un autre sur l'audition avec vous, Yves Mezzano. Pour travailler cette émission, je les ai revus et il y avait beaucoup de choses à apprendre. En attendant notre prochain rendez-vous, portez-vous bien.